J'en pouvais tellement plus, c'était tellement douloureux que j'ai viré mon short, je me suis foutu à poil. Ce qu'on pense à tort souvent, c'est qu'il faut laisser apparaître une croûte. Et que quand on va avoir une croûte, c'est la cicatrisation. Alors en fait, c'est tout l'inverse. Dans les courses de trail et d'ultra trail, les plus grosses différences se font en descente. C'est pas à plat ou en montée quand on regarde les statistiques. Et d'ailleurs, c'est prouvé scientifiquement que quand on a une mauvaise brassière, ça peut altérer la performance. Ça a été étudié chez des marathoniennes. Pour beaucoup d'entre nous, le running est plus qu'un sport, c'est une quête de bien-être et de santé. Chaque vendredi du 7 au 28 juin, l'ultra-trailer Mathieu Blanchard et l'experte santé Léa Pateras-Pescara nous aident à mieux comprendre notre peau pour améliorer nos performances et notre bien-être. Cette émission vous est proposée par La Roche-Posay, des soins qui changent la vie, prescrits par des dermatologues. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur pour cette nouvelle capsule réalisée en collaboration avec La Roche-Posay et CeraVe. Chaque vendredi, pendant tout le mois de juin, nous allons vous aider à prendre soin de vous, de votre peau et de vos performances. Et dans cet épisode, nous allons nous attaquer à un problème bien connu des coureurs et coureuses à pied, le phénomène des irritations et des douleurs dans le running. Comment maximiser son confort pendant une course? Quels sont les bons gestes à adopter en cas de chute, d'entorse ou encore d'ampoule? Comment peut-on protéger et réparer sa peau de l'effort intensif? Eh bien, pour nous aider à comprendre tous ces enjeux autour des frottements et autres blessures, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. La première est pharmacienne et spécialiste de la santé. Il s'agit de Léa Pateras-Pescara. Salut Léa, comment est-ce que ça va ? Ça va très bien, merci Guillaume pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de te recevoir et pour allier la théorie et la pratique dans l'exploration des soins en course à pied, j'ai également le plaisir de retrouver Mathieu Blanchard, ultra-trailer de haut niveau et ambassadeur pour La Roche-Posay. Salut Mathieu, comment est-ce que ça va ? Pas trop de douleur ou de bobo toi en ce moment Salut Guillaume, non, ça va, je suis dans la reprise du trail depuis quelques semaines, donc c'est sûr que ça fait toujours un petit peu mal quand on repousse le curseur du volume, mais on aime ça. Tu vas voir, voilà, aujourd'hui dans cet épisode on va voir toutes les meilleures stratégies pour bien gérer ces petits pépins et ces petits bobos qui peuvent effectivement être assez contrariants. Mathieu, en tant qu'ultra-trailer, on sait que le confort est essentiel pour tenir sur de longues distances. Malheureusement, les frottements, les chutes, les irritations, ça peut vraiment devenir la petite bête noire des coureurs. Toi, est-ce que tu as déjà connu des situations délicates, d'inconfort en compétition ? Et si oui, comment est-ce que tu as improvisé des solutions pour gérer ces petits désagréments en pleine course ? J'imagine que tu dois avoir quelques anecdotes à nous partager. Oui, j'en ai plein. Alors, c'est un sujet qui est super intéressant parce que tu dis petite bête noire, mais ça peut vite devenir une très grosse bête noire. Et tu le sais, Guillaume, je suis passionné, entre autres, de l'optimisation de la performance. Et les frottements et les irritations peuvent vraiment nous mener la vie dure dans nos épreuves, voire même mener jusqu'à des abandons. J'ai vu des trucs assez fous dans ma vie et je vais te partager ces anecdotes-là. Donc moi, je ne suis pas à l'abri comme les autres de ces petits soucis-là. Ça a commencé très vite, je me souviens, dès mon tout premier marathon. Alors il s'agit du marathon de Montréal, on remonte à septembre 2014. Où c'était au niveau des tétons. Je me suis retrouvé au kilomètre 30. Le mur du marathon, pour moi, ça n'a pas été dans les cuisses, mais ça a été vraiment au niveau des tétons. C'était horrible. Et puis c'est fou que quand on est fatigué, la moindre petite douleur va venir, on va mettre le focus dessus et ça va nous mener la vie dure. Donc depuis, pour pallier à ça, je mets toujours un petit tape sur mes tétons pour chacune de mes épreuves sportives. Des petits sparadraps qui vont venir protéger. Surtout dans le trail où on va avoir un sac d'hydratation qui va venir mettre une petite pression en plus, donc il va venir jouer. Plus tard, j'ai découvert des épreuves dans la grosse chaleur, notamment le marathon des sables auquel j'ai participé 2 fois. Alors là, j'ai vu vraiment des trucs, des horreurs au niveau des frottements des pieds. Pourquoi ? Parce que la chaleur augmente énormément la température dans les chaussures et en plus, on porte des guêtres pour empêcher le sable de rentrer, donc ça fait encore plus augmenter la chaleur et quand la chaleur augmente, les frottements augmentent. On ajoute à ça aussi un sac qui va peser entre 6 et 15 kilos pour ceux qui amènent le plus de ravitaillement avec eux sur le dos, ce qui va encore plus venir appuyer sur les pieds. Alors là, moi j'ai eu multiples ampoules alors qu'habituellement je suis plutôt protégé et ça c'est vraiment désagréable. Une fois sur un marathon des sables aussi, j'ai une ampoule qui est venue s'infecter, c'est passé sous un ongle et puis ça m'a mené la vie dure pendant quasiment 2 mois jusqu'à devoir me faire sauter l'ongle pour pouvoir
lever l'infection. Et puis bon, sur le marathon des sables, j'ai vu des trucs, des gars qui se sont littéralement arraché la peau au complet sous le pied, donc une vraie quelle horreur. Une vraie pizza sans les ingrédients. Donc là, autant te dire que c'est terminé l'épreuve, c'est abandon. Et voilà, après j'ai une autre anecdote, donc plus pour la partie au niveau de l'aine et de tout ce qui est autour du bassin. Alors on est en Guadeloupe sur une course qui s'appelle l'Ultra Trace de Guadeloupe qui a lieu en février dans des milieux très humides. Et alors là, ça a été vraiment un truc vraiment douloureux. Ça faisait plus de 10 heures que je courais dans la jungle très humide. Et là, j'ai commencé à avoir vraiment des frottements extrêmes dans l'aine et aussi entre les fesses. Et au point que ça devenait tellement douloureux que je devais marcher dans la jungle les jambes écartées. Et alors, pour la petite anecdote, j'en pouvais tellement plus, c'était tellement douloureux que j'ai viré mon short. Je me suis foutu à poil et j'ai avancé. En sous-vêtements ou à poil à poil? Non, à poil à poil avec la culotte. C'est pas un motif de disqualification, ça? Je sais pas, j'imagine que les organisateurs, ils ont dû se demander qu'est-ce qu'on fait là avec ce monsieur. À chaque fois que je repense à cette anecdote, je suis mort de rire. Est-ce qu'il y a des images qui circulent de non, ce alors moment, des photos? Alors déjà, il n'y avait pas de boxer parce que tu sais, c'est les shorts avec la culotte intégrée. Donc depuis, j'utilise plus ça. Et je me suis retrouvé vraiment chaussures, le short, le t-shirt et le short dans le sac. Et j'étais à poil à avancer dans la jungle comme ça. C'était de nuit. Donc j'avais la frontale et donc je voyais si quelqu'un revenait derrière et ou si quelqu'un était devant. Donc j'ai avancé comme ça et puis au bout d'un moment, quand je me suis dit que j'allais me rapprocher d'un chemin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai littéralement déchiré avec mes dents la culotte dans le short. Je l'ai remis, donc j'ai fini la course comme ça. Et c'est pas fini l'anecdote, c'est que ça avait... Je me revois courir dans la jungle à poil. T'as pas eu de piqûre de moustique quand même à des endroits un peu... Non, ça va, la nuit ils dorment les moustiques. Mais je me souviens que ça avait résolu la problématique au niveau des frottements de laine. En fait, c'était la petite culotte intégrée qui venait frotter là. Par contre, entre les fesses, ça frottait toujours super fort. Et alors là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais... Dois-je vraiment partager? Allez, on dit tout aussi. Et aujourd'hui, on dit tout. C'est ça, c'est le principe de cette émission. En fait, j'avais pris une feuille de bananier. C'est quoi? Je l'ai vu arriver la feuille de bananier. Une petite feuille dans la jungle qui est assez lisse, pas une feuille urticante. Puis j'étais venu la coincer ici entre mes fesses, ça me faisait du bien. Et évidemment, quand je suis arrivé au prochain ravitaillement, j'ai utilisé une crème qu'on m'avait proposée. Je m'étais bien badigeonné, j'avais pu repartir comme ça. Mais c'est vrai que ça m'avait vraiment mené la vie dure. Et ce jour-là, j'avais découvert qu'une irritation peut vraiment te faire du mal, quoi. Et donc, faut pas le voir de manière banale parce qu'au final, ça peut influencer ta foulée, ça peut influencer la manière dont tu vas courir, tu vas compenser ailleurs. Tu peux éventuellement te mener à une blessure ou à un abandon le jour de la course. Donc, il faut pas le prendre à la légère. Non, c'est surtout pas à prendre à la légère. Et puis moi, je vois plein de marathoniens qui m'ont dit tu parlais des tétons ensemble, mais pendant ma prépa, j'ai jamais eu de problème. C'est arrivé le jour de la compétition. Donc, c'est vrai qu'on court pas 42 km 195 ou 170 km à l'entraînement. Donc, on ne sait pas finalement le corps comment il va réagir passer ce qu'on a déjà fait à l'entraînement. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux faire de la prévention parce que oui, ça peut être un facteur d'abandon, ça peut être un facteur qui vient altérer la performance, mais il y a aussi le confort, il y a aussi le bien-être. Même quand on est amateur, on va courir à New York, on va courir à Paris, on va aussi profiter de l'instant. Si on est gêné par des frottements, notre expérience de course, notre bonheur à courir, on va penser qu'à ça. Donc c'est vraiment quelque chose à pas prendre à la légère et surtout que c'est évitable, on va le voir. Et d'ailleurs Léa, ça peut être un cauchemar, hein. Ces irritations, on l'a vu. Alors ces anecdotes a posteriori elles font sourire, mais j'imagine que le jour de la course, ça devait pas te faire tant rigoler de jouer avec des feuilles de bananier. Donc voilà, il faut quand même prendre ça de manière intéressante. Ça peut être les irritations dans des endroits insoupçonnés, les cuisses, les bras, les pieds. Est-ce que tu pourrais quand même nous expliquer quelles sont les principales causes de ces frottements et pourquoi est-ce que ça nous fait autant mal et c'est aussi désagréable, Léa? En fait, les irritations cutanées, notamment chez les coureurs, c'est généralement dû au frottement constant de la peau contre les vêtements ou d'autres surfaces et vient se rajouter à ça la sueur, la chaleur et l'humidité. Et ces frottements, en fait, ils peuvent entraîner des éruptions cutanées à type de rougeur, donc de l'inflammation, et dans des cas plus extrêmes, des ampoules qui peuvent être plus ou moins grosses qu'on va devoir prendre en charge. La prise en charge ne sera pas la même selon la taille de l'ampoule et sa localisation aussi. Donc c'est pour ça que c'est très important chez les sportifs d'anticiper pour justement que ça ne perturbe pas les performances. Justement, dans cet épisode, on va traiter le sujet en général. On va parler comment est-ce qu'on peut les traiter déjà si on est confronté à des ampoules, comment est-ce qu'on peut s'en prémunir aussi, comment on peut éviter les infections. Tu nous as parlé d'infections et moi aussi, j'ai connu malheureusement après une chute, une blessure qui s'est infectée, ça m'a bloqué un mois. Donc j'ai
voilà, pour finalement un mauvais réflexe. J'ai été privé d'entraînement pendant un mois parce que j'avais le mollet complètement infecté, impossible de courir et j'ai dû faire des pansements. Donc bref, c'est quelque chose vraiment à prendre au sérieux. Les ampoules aussi, c'est vrai que les ampoules, quel coureur rapide n'en a jamais eu? Et j'ai remarqué en discutant avec pas mal de coureurs que les gens n'ont pas forcément conscience de comment se produit, quelles sont les causes d'une ampoule. Est-ce que tu peux nous expliquer justement plus précisément comment naît une ampoule? En fait, c'est le frottement qui va créer des lésions microscopiques dans les couches superficielles de la peau. Et ça entraîne une accumulation de liquide entre les couches de la peau. Et c'est ce qui va mener finalement à la formation de l'ampoule. Donc c'est ni plus ni moins qu'une brûlure en fait. Le résultat, c'est comme une brûlure, sauf que le processus n'est pas le même. Voilà. Donc, mais oui, après, on va la prendre en charge de la même manière finalement qu'on pourrait prendre en charge une ampoule due à une brûlure. Donc si on a une ampoule sur le pied après une chaussure, ça peut être cause aussi que la chaussure elle n'est pas forcément adaptée à notre pied, qu'il y a un frottement et du coup il faut faire attention. Est-ce que la chaussure elle est vraiment faite pour nous ou pas? Voilà, exactement. Ça, à partir du moment où il y a des frottements et qu'il y a des ampoules, il faut essayer de trouver la cause pour éviter que ça revienne ou que ça aggrave l'état de la peau lors du prochain entraînement. Donc peut-être que s'il y a une tenue qui n'est pas adaptée, il faut changer la tenue, il faut peut-être revoir les chaussures, enfin voilà, après il faut adapter. Tu as déjà eu des problèmes d'ampoule, Mathieu? C'est des choses que Est-ce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui tu es plus embêté avec ça? Alors aujourd'hui, je suis beaucoup moins embêté, mais j'en ai eu quand j'ai commencé à courir un petit peu comme tout le monde. C'est sûr qu'aujourd'hui, je fais des volumes d'entraînement tels que je dirais que j'ai la peau des pieds qui commence à être vraiment, vraiment épaisse. Et puis aussi, une fois que j'ai trouvé chaussures à mon pied, chaussettes à mon pied, j'évite de trop changer, ce qui fait que les frottements sont à peu près toujours au même endroit et la peau se renforce sur cette zone-là et puis ensuite, il n'y a plus de problème. Maintenant, il m'arrive aussi dans des conditions particulières, je l'ai dit tout à l'heure, course dans la jungle très humide ou marathon des sables dans le désert très sec et très chaud où je vais avoir des ampoules parce que c'est assez nouveau pour la peau de mes pieds. Ça, on le dit, n'essayez pas. Souvent sur les salons du running, on va aller voir une paire de chaussures la veille, on va l'acheter, on va se dire je vais faire mon footing d'avant-course 30 minutes avec pour voir si je réagis bien. Et puis si on l'a jamais essayé avant, c'est une erreur que beaucoup font encore. Et là, ça peut être l'ampoule qui arrive et c'est catastrophique. Donc, essayez bien vos chaussures pendant suffisamment assez de temps parce que le frottement, c'est aussi avec l'usage qui peut apparaître avant de les utiliser en compétition. Alors, on va parler juste après de comment on évite ces ampoules, comment on évite ces frottements. Mais avant ça, comment est-ce qu'on les traite? Comment est-ce qu'on les soigne? Parce qu'on a tous eu des remèdes de grand-mère. L'ampoule, par exemple, on va faire chauffer une aiguille. Je ne sais pas si tu connais un petit peu, mais voilà, on fait chauffer une aiguille pour la désinfecter et puis on vient la percer. Avant qu'on parle comment on soigne les frottements, quel conseil tu peux nous donner justement pour bien nettoyer une ampoule et éviter que le problème s'aggrave? Alors, si l'ampoule elle est fermée, elle est de petite taille, c'est pas forcément nécessaire de venir la percer. Ça va surtout être important de la recouvrir avec un pansement sans la comprimer pour la protéger. Il y a aussi des pansements spécifiques qu'on peut utiliser pour les ampoules qui font un effet un peu seconde peau. Si elle est petite, l'ampoule, on fait que ça. Par contre, si l'ampoule elle est plus importante, elle est fermée, grande et douloureuse, à ce moment-là, effectivement, ça va être intéressant de venir la percer. Donc avec une aiguille qui va être bien sûr stérilisée. On vient percer sur le bord de l'ampoule, on fait 2 trous, on vide l'eau, mais par contre, on n'enlève pas la peau. On laisse la peau parce que ça fait comme un toit protecteur. Ça va éviter que la peau en dessous soit à vif. Et ensuite, on désinfecte. C'est très important à ce moment-là, puisque vraiment la peau est lésée, il y a quand même un trou. Ensuite, il faudra à nouveau la protéger le temps que ça cicatrise. Donc, on la protège pendant les efforts avec des pansements spécifiques. Et le soir, on enlève le pansement pour lui permettre de sécher. Voilà. Et ça, après, on peut aussi appliquer des crèmes cicatrisantes localement en dehors de l'effort. Donc, pas obligatoire de la percer quand elle est petite. Si elle est plus importante, on la perce, mais on n'enlève pas la peau. Ça, c'est souvent une erreur que beaucoup font. On vient arracher un peu la peau. Et là, du coup, c'est à vif, ça peut s'infecter. Donc, c'est les bons gestes à avoir. Et en cas d'irritation, alors, on a tous eu ces irritations entre les cuisses, au niveau des bras, ça nous embête après pendant 1 semaine, 2 semaines sur les entraînements. Comment est-ce qu'on peut soulager ça ou voire même accélérer la guérison? Comment on peut le traiter? Alors là, en cas d'irritation, vraiment, il y a des crèmes qui sont réparatrices, apaisantes, comme le Cicaplast Baume B5+, qui rééquilibre aussi le microbiome de la peau. Et vraiment, c'est fantastique. Le soir, vous appliquez ça en couche plus ou moins épaisse. Ça soulage immédiatement de la douleur et ça permet vraiment une réparation accélérée de la peau. Donc, hyper intéressant. Après, tout dépend le type d'échauffement. Moi, j'aime bien aussi les huiles essentielles.
qu'on peut tout à fait intégrer dans un baume réparateur comme le Cicaplast. Par exemple, en cas de brûlure, on peut mettre de la lavande ou encore le géranium rosa quand il y a des plaies. C'est un effet antiseptique, réparateur, régénérant cutané et aussi c'est homostatique. Donc voilà, les huiles essentielles, c'est tout petit. Ça se met facilement dans un sac de trail et ça peut vraiment être utile même pendant la course. On reste pas avec ces douleurs, on peut les soigner. Il existe plein de solutions, Ouais. pas besoin de Et puis s'imposer après, ça. si la douleur est trop intense, je pense même en dehors de l'activité physique, on peut aussi avoir recours à un antalgique, type paracétamol pour soulager s'il y a une douleur intense. Évidemment, l'un des moyens aussi de s'en prémunir, c'est l'équipement, c'est le choix de son équipement. Toi, Mathieu, comment tu vas un peu choisir tes tenues, tes textiles parce que c'est pas forcément évident d'évaluer pour le tout venant si une chaussure répond vraiment bien, si elle est faite pour nous ou si on supporte bien un produit, un textile. On n'a pas forcément une connaissance fine de ces sensations. Quels conseils tu pourrais donner justement aux gens pour savoir si quelque chose est fait pour eux, que ce soit en termes de textile ou de chaussures? Alors le meilleur conseil que je peux donner, c'est un petit peu par expérience aussi, je pense qu'on fait une erreur de penser que c'est le matériel qui doit s'adapter à notre corps. Pour moi, le meilleur conseil, ça serait de se dire que c'est notre corps qui doit s'adapter au matériel. Aujourd'hui, tous les principaux équipementiers font du bon matériel, ils ont accès à des matériaux adaptés à notre pratique en termes de vitesse de séchage, en termes de frottement, en termes de confort. Mais l'erreur qu'on fait souvent, c'est on essaye une paire de chaussures, on essaye un nouveau t-shirt, puis ça frotte et on va se dire on va en essayer une autre, ainsi de suite. Et en fait, on ne trouve jamais chaussures à son pied ou jamais short ou t-shirt à son corps parce qu'on ne laisse pas le temps à s'adapter. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi aujourd'hui. C'est d'essayer de ne pas trop changer en fait, pour laisser le temps au corps à s'adapter à ce nouveau matériel-là. Ensuite, éventuellement, bien sûr, on peut changer, mais après quelques semaines, quelques mois, pour une raison purement esthétique, parce que c'est la nouvelle mode d'avoir un nouveau matériel ou aussi technologie, innovation, parce qu'il y a des nouveaux matériaux qui arrivent. Mais changer vraiment trop souvent, c'est pas une bonne idée. Moi, je pense qu'il faut laisser le temps aussi à la peau à s'adapter, et une fois qu'elle s'est adaptée, qu'il y a toujours le même frottement au même endroit avec le même matériau, elle va être plus forte, plus résiliente, un petit peu comme nos muscles quand on les adapte à un programme d'entraînement, et on va se prémunir des irritations et des frottements par la suite. Alors justement, en parlant de confort de course, il y a un équipement qui est un peu sensible, notamment pour les femmes, et on verra aussi après pour les hommes qu'il y a quelques équipements aussi qui peuvent être sensibles, c'est la brassière de course. Et c'est vrai que la brassière, c'est un parcours du combattant parce qu'elles ne sont pas forcément adaptées à des efforts intenses. Ça peut être surtout sur le sport santé, le fitness, mais quand on cherche une brassière pour le trail ou pour des efforts un peu plus longs, marathon, là, ça peut être pas évident d'en trouver une. Et en plus, souvent, c'est très coûteux. Toi, j'imagine qu'en tant que femme, tu es aussi confrontée à ces sujets de brassière parce que tu es aussi coureuse et traileuse. Oui, je fais un peu pas sur des longues distances, mais je fais entre 10 et 15 km. Donc, c'est sûr que choisir une bonne brassière, c'est hyper important. Surtout qu'en plus, chez les femmes, il y a quand même des variations dans le cycle et parfois, on peut avoir la poitrine qui fait mal naturellement. Donc, encore plus important d'avoir une brassière qui soutient bien avec une matière bien respirante pour éviter l'accumulation de chaleur qui peut créer effectivement des irritations, voire même sous les seins. Et d'ailleurs, c'est prouvé scientifiquement que quand on a une mauvaise brassière, ça peut altérer la performance. Ça a été étudié chez des marathoniennes. Donc c'est très important quand on choisit une brassière pour une compétition, il faut la porter en amont, faire des efforts prolongés avec pour être sûr que ça convient. Effectivement, je crois que ça rajoutait 5 à 8 minutes, donc l'équivalent de 1 miles. Donc une mauvaise brassière, c'est comme si vous devez courir un marathon en 43 km 195. Donc vous allez vous rajouter une distance. Après, bien sûr, surtout au niveau des zones de la poitrine, on peut aussi utiliser au niveau des mamelons en prévention. Donc toi, tu disais que tu mettais des straps, mais on peut aussi utiliser des crèmes protectrices. Il y a des crèmes comme la pommade réparatrice intensive de chez CeraVe qui fait comme un effet pansement, mais qui laisse quand même respirer la peau. Donc ça, en prévention avant l'effort, on peut l'appliquer sur les zones de frottement. Donc là, j'ai parlé de la poitrine, mais ça peut être à d'autres endroits, entre les cuisses, notamment chez les femmes, ça arrive souvent qu'il y ait des frottements. Ou par exemple... Désolée, au niveau des fesses, du coup, pour Mathieu, parce que ça t'est déjà arrivé une fois, mais tu peux totalement utiliser ce type de crème qui a un effet réparateur et en plus apaisant tout de suite. Donc on peut même la prendre pendant l'effort. Et puis le strap peut, avec la transpiration, partir, on ne s'en rend pas forcément compte. Exactement. Et là, ça peut être la catastrophe. Alors,
en parlant de sous-vêtements, mais les hommes peuvent être aussi concernés. Il y a un sujet qui peut peut-être prêter à sourire, mais ça soulève quand même des enjeux. C'est notamment la protection pour les hommes des organes reproducteurs qui peuvent être soumis quand même à des chocs, être déplacés aussi de manière un peu inconfortable pendant la course. Il y a ce débat-là. Alors même chez les cyclistes, on se dit est-ce que finalement il faut avoir des sous-vêtements sous les tenues de cyclistes et il existe aujourd'hui des boxeurs, des caleçons spécifiquement pour le sport. Est-ce qu'ils sont intéressants pour protéger les parties intimes des coureurs ou c'est plutôt de l'accessoire et ça n'a pas forcément d'utilité? C'est quoi ton regard sur ça? Alors c'est très important pour les coureurs d'avoir déjà un bon maintien et aussi une matière qui va être respirante parce qu'en fait les parties intimes ne sont pas à la même température que le reste du corps et du coup si on n'a pas une matière respirante ça peut entraîner un excès de chaleur qui peut être néfaste pour les parties génitales de l'homme. Donc ça c'est très important et éviter aussi les frottements parce que si vous avez quelque chose de par exemple trop grand ça peut rouler en fait et se remonter et ça crée des irritations qui peuvent être hyper gênantes pendant l'effort. Donc je dirais un bon maintien avec à la bonne taille, donc ça peut être plutôt boxer ou peut-être slip et une matière bien respirante. Bon, j'ose te demander si tu mets des boxers ou des slips toi de sport. Alors, j'ai essayé le slip et c'est pas, pour moi ça fonctionne pas parce qu'il y a les deux petits élastiques qui viennent justement au niveau de l'aine créer des frottements et ça m'a déjà mené la vie dure. Donc je suis plutôt boxer et plutôt maintien aussi plutôt que de laisser tout libre. Voilà. Puis on voit aussi des photos sur les shirts où des fois il y a des parties intimes qui peuvent apparaître. Ça fait toujours beaucoup sourire. C'est un petit peu plus sur les courses de route parce que je remarque que les coureurs de route vont plutôt utiliser des shorts avec la culotte intégrée. Qui est finalement qui a pas beaucoup de maintien, c'est assez élastique, tandis que les shorts de trail souvent vont venir avec un boxer intégré assez moulant, voire rien du tout, et puis c'est les coureurs qui vont mettre un boxer sous leurs shorts. Oui, puis on sait aussi au niveau de la fécondité, parce que si on va chauffer un peu trop ou si les parties intimes vont trop se chauffer, ça vient avoir un impact sur la fécondité, et on sait que c'est un problème assez actuel, on a une baisse de la production de spermatozoïdes chez les hommes, donc si on peut éviter d'aggraver ce phénomène, c'est toujours intéressant. Alors je vous propose maintenant qu'on s'attaque à un autre aspect de la course sur route, mais surtout du trail, et qui est tout aussi désagréable. Ce sont les chutes. Et ça, Mathieu, tu dois connaître les terrains irréguliers, les descentes, les conditions météorologiques parfois qui peuvent rendre le terrain très glissant, très boueux. Tout ça, ça peut mener à des accidents. Est-ce que toi, tu as déjà vécu des chutes lors de tes courses? Tu as peut-être aussi des anecdotes là à nous partager sur les plus grosses gamelles, entre guillemets. Oui, bien sûr. Je fais du trail, là, je pratique en nature. Évidemment, je chute en descente, à plat, quand on doit sauter par-dessus une roche, un arbre, au milieu. Voilà, on est un petit peu dans du franchissement aussi. Donc voilà, je vis ça aussi. Et puis encore une fois, comme les frottements, ça peut nous mener la vie dure. Tu l'as dit tout à l'heure, on parle d'infection. Moi, ça m'est déjà arrivé. Infection suite à une ampoule, donc voilà, qui m'a mis un petit peu pas sur le carreau, mais qui m'a vraiment empêché de courir correctement pendant plus de 3 semaines. Je me souviens aussi une fois, quand j'habitais au Québec, j'avais chuté dans une descente et puis j'avais roulé un petit peu sur une branche, ça m'avait tapé dans le mollet, grosse douleur sur le cou. Et ensuite, pendant 1 an, j'ai eu en courant comme un choc électrique dans mon mollet. Et là, en fait, j'ai compris au bout d'1 an que j'avais un petit bout de branche qui était venu sous ma peau, se coincer, qui n'arrivait pas à se réparer. Et puis mon corps voulait le rejeter, mais je ne le voyais pas. Et en fait, un jour, je devenais tellement fou que je l'ai gratté. Puis il y a carrément un bout de bois qui est sorti de mon mollet 1 an plus tard. Et au moment où je l'ai enlevé, ça m'a fait un bien fou. J'avais plus ce choc électrique dans mon mollet donc pendant 1 an. Et puis j'avais compensé, ce qui fait que j'étais plus fort d'un mollet que de l'autre. Donc ça peut avoir un impact important. Maintenant, je me souviens aussi, il y a 2-3 ans, avec le Team Salomon, on avait fait notre camp d'entraînement au Cap-Vert. On allait courir sur les volcans et on descendait à pleine balle sur les volcans. Et puis arrivé en bas, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette mauvaise idée-là de m'arrêter en me jetant par terre. Et le volcan, c'est quelque chose qui est hyper abrasif comme matériau. Et je m'étais jeté sur le côté, je m'étais fait une énorme pizza sur la cuisse. Et aujourd'hui, 2-3 ans plus tard, j'ai encore une énorme tache sur la cuisse. Donc c'est sûr que ça m'avait un petit peu embêté les semaines qu'on suivit. C'était douloureux. Une chance, ça ne s'était pas infecté. Mais aujourd'hui, là, c'est plus un côté esthétique au final. Maintenant, j'ai une énorme tache sur la cuisse droite. Bon, ça ne se voit pas forcément, mais c'est sûr qu'à l'avoir traité en ayant pris soin peut-être dès la chute, dans les jours qu'on suivit, j'aurais peut-être pas eu cette énorme tâche aujourd'hui. On parlera tout à l'heure justement comment est-ce qu'on peut éviter d'avoir ces petites cicatrices, mais
C'est vrai que cette dimension des chutes, elle est quand même importante parce que quand on fait de la course sur route, on craint souvent la blessure. Mais là, en plus, tu as la dimension accident et ça peut aussi te pénaliser, ça peut même être très dangereux. Et d'ailleurs, on a tendance à l'oublier, mais l'ultra trail est une discipline quand même, je ne vais pas dire à risque, mais qui n'est pas à prendre à la légère. Malheureusement, il y a eu plusieurs cas d'accidents graves, voire même des décès. On l'a vu malheureusement sur l'UTMB, sur les, alors pas la dernière édition, mais il y a eu plusieurs personnes qui sont malheureusement décédées. Et voilà, les accidents, ça arrive chaque année. C'est l'ultra trail aujourd'hui même considéré comme l'un des sports les plus dangereux devant la Formule 1. Donc la notion de risque, elle est là. Toi, Mathieu, comment est-ce que tu abordes justement ce danger ? Est-ce que c'est quelque chose que tu prends en compte dans ta pratique ? Est-ce que tu penses en fait que potentiellement sur une descente, tu peux avoir un accident grave ? Comment tu gères cette notion de peur ? Je sais qu'elle peut être tabou un peu dans le sport du haut niveau. Les athlètes n'ont pas envie de dire qu'ils ont peur, mais quand on vous voit, moi je suis là sur les courses sur le bas-côté et des fois je vois les descentes, ça fait flipper, quoi. Comment est-ce que toi tu gères cette notion de risque ? Comment je le gère ? En fait, il faut tout simplement l'accepter, ça fait partie de notre activité et puis c'est ce qui fait aussi un petit peu la production d'adrénaline, on aime ça aussi. Si tout était facile, qu'on était dans un cocon de coton, on n'aurait pas autant de sensations, donc on le fait aussi. Maintenant, le risque, il reste quand même ultra limité quand on regarde les statistiques. Alors c'est sûr qu'un accident peut arriver, tout comme en randonnée, une mauvaise chute sur une arête où il y a une falaise à droite ou à gauche, on peut tomber de très haut et puis en mourir. Maintenant, en descente, ça va plus être, là, quand on court un petit peu vite en descente, ça va plus être des chocs traumatiques qu'un vrai grave accident. Maintenant, c'est sûr qu'on peut quand même se cogner la tête sur une roche pointue, ça peut arriver. On peut se casser une jambe, c'est arrivé aussi à une amie. Moi, ce qui me fait le plus peur au final, c'est le traumatisme que ça peut laisser dans une tête, en fait. Et puis ensuite, on va avoir comme une sorte d'appréhension. Et il faut savoir que dans les courses de trail et d'ultra trail, les plus grosses différences se font en descente. C'est pas à plat ou en montée. Quand on regarde les statistiques entre les différents athlètes, les plus grosses différences se font en descente. Donc, on peut avoir une très bonne technique, mais si un jour on chute gravement et puis on a une appréhension, ça peut vraiment ensuite limiter la performance. Donc, pour ça, moi, je suis pas vraiment psychologue, mais ce que je sais, en tout cas, ma technique, c'est comme quand on tombe de cheval, c'est remonter tout de suite, y retourner. Et puis petit à petit, pratiquer pour tenter de lever l'appréhension. Maintenant, si le blocage ou le traumatisme est trop fort, on peut aussi se faire accompagner par des professionnels de la santé, voire des sophrologues, pour lever ces appréhensions-là, mais il ne faut pas le prendre à la légère. Oui, il y a des techniques qui fonctionnent bien quand il y a un traumatisme, c'est l'EFT, donc en anglais c'est emotional, je ne l'ai plus, mais l'EFT, vous cherchez, c'est une technique qui permet vraiment de diminuer le choc, c'est-à-dire que tu ne vas pas l'oublier, il ne va pas sortir de ta mémoire, mais ça diminue l'intensité. C'est post-traumatique en fait, voilà. C'est comme un stress et post-traumatique. ça fonctionne très bien pour ce type de problématiques. Mais c'est vrai que on dit souvent que le trail, ça se gagne en montée, mais ça se perd en descente. Mais c'est vrai, tu l'as dit, c'est là où ça peut faire la différence. Est-ce que quelquefois, le terrain, il est très dangereux ? Tu sais que il faut prendre en compte cette dangerosité, mais tu es face à un adversaire. On se souvient de ton duel avec Kylian Jornet. Et du coup, ça peut t'arriver de te dire, s'il prend tous les risques, est-ce que je le suis ? Est-ce que je ne le suis pas ? Est-ce que c'est moi aussi qui vais le pousser dans ses retranchements en accélérant le plus possible sur les descentes pour un peu le conduire à l'erreur ? Comment est-ce que vous gérez ça, cette dimension de danger qui peut être aussi un facteur de performance ? Alors, c'est une excellente question. Je pense que ça dépend aussi des athlètes, mais il y a quelque chose qui va se passer le jour de la course, c'est la fameuse magie du dossard. Je remarque, alors je ne peux pas le contrôler, mais à l'entraînement, jamais je peux autant me pousser en descente que ce que je me pousse en course. Il y a vraiment cette magie du dossard. Lorsque j'ai le dossard, que je suis en course, que je me suis conditionné, je vais lâcher beaucoup plus la bride. Et puis si à ce moment-là aussi, il y a vraiment un enjeu compétitif avec un adversaire juste en face de moi en descente, je me surprends des fois à me dire « Waouh, là tu vas quand même super vite. J'espère qu'il n'y a pas une cheville qui va partir à droite ou à gauche, ou pire, que tu chutes. » Mais voilà, c'est la magie du dossard aussi qui fait son effet et qui va avoir plus d'impact sur des athlètes que d'autres. Ouais, c'est l'esprit de compétition finalement qui vient inhiber cette sensation de peur que tu peux avoir à l'entraînement. C'est hyper intéressant et c'est vrai que ça se rapproche des pilotes de Formule 1. Parce que les pilotes de Formule 1, quand il pleut, aujourd'hui on fait très attention, on peut suspendre des grands prix parce que justement, eux, ils vont un peu prendre tous les risques en se disant moi, si je suis capable de le prendre, peut-être que mon adversaire, lui, n'est pas capable de le prendre. Et ce que tu disais aussi sur les stigmates que ça peut laisser, on dit aussi souvent que quand un pilote de Formule 1 a eu un accident,
accident grave, il perd une demi-seconde sur les tours. Et même le saut à la perche, alors je me souviens qu'il y avait un perchiste de l'équipe de France qui avait chuté. Alors le saut à la perche, il saute quand même assez haut. Et les chutes peuvent être très graves. Il y avait une athlète il y a quelques années qui a fini paralysée, tétraplégique. Et en fait, après, ça avait choqué un peu beaucoup de perchistes. Et ça avait créé des stress en se disant, mais si moi aussi je finis handicapé. Alors il y avait eu un meeting avec Renaud Lavillenie qui avait été organisé pour lever des fonds. Et après, il y avait un athlète français qui avait chuté. Et lui, il n'arrivait plus en fait à chuter. Et il avait vu aussi un sophrologue. Et par l'hypnose, il avait réussi à compenser un peu ça parce que pendant 1 an, il n'arrivait plus à faire du haut niveau. Donc c'est vraiment du stress post-traumatique, quoi. Justement, Léa, on va essayer de passer un peu au premier secours. Est-ce que tu peux nous expliquer si malheureusement on a une chute, alors une chute pas très grave, mais ça peut arriver. Voilà, on court un peu, on trébuche comme la pizza que tu t'es faite sur le volcan ou la plaie qui s'était infectée. Quels sont les bons gestes à avoir? Parce que malheureusement, beaucoup de coureurs, on va se contenter on va prendre un peu sa gourde, on va rincer un peu comme ça, et puis on va partir. J'imagine que c'est pas forcément la chose la plus intelligente à faire en tout cas. C'est sûr que non, d'autant plus qu'il ne faut pas sous-estimer même une petite plaie au niveau des mains. Par exemple, les mains et les pieds, c'est des sources d'infections même systémiques très importantes, donc il ne faut pas du tout négliger ce type de blessure. Donc ça passe déjà par le nettoyage de la plaie avec de l'eau tiède, du savon doux pour nettoyer délicatement et surtout enlever toutes les saletés ou les débris qui pourraient s'y trouver pour éviter de se retrouver avec un morceau de bois dans le mollet, comme toi Mathieu. Pendant 1 an. Voilà, effectivement. Donc ça, c'est la première chose, vraiment bien nettoyer la plaie et enlever tous les débris. Ensuite, il faut bien désinfecter, donc avec un antiseptique doux, tel que la chlorhexidine, par exemple, et s'assurer que la zone est bien propre et sèche. Et ensuite, on va venir protéger la plaie avec un pansement. On la laisse couverte et éventuellement, ou un bandage, le temps de l'activité. Et après, le soir, on peut changer le pansement tous les jours. C'est important de faire ça jusqu'à ce qu'il y ait une cicatrisation. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a certaines huiles essentielles comme le géranium rosa qui est hémostatique, qui est bactéricide, qui va être super intéressante, qu'on peut même mettre sur une plaie ouverte. Donc ça peut être un petit tips. Et ensuite, après, une fois que ça commence à cicatriser, il faut éviter de gratter, bien sûr, pour éviter d'entraîner une surinfection. Et surtout, consulter bien sûr si la plaie est profonde, parce que parfois ça peut nécessiter des strips ou des points de suture. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais voilà, là on était plutôt dans la blessure superficielle. Et ensuite, après, une fois que la plaie n'est plus ouverte, on peut appliquer des crèmes réparatrices, justement pour éviter d'avoir des cicatrices importantes. On en parlera tout à l'heure, justement, de comment éviter ces petites blessures de guerre. Et c'est vrai la blessure, souvent, elle est dans le monde du trail, j'ai l'impression que des fois, elle est même un peu valorisée. On a tous vu ces images sur les réseaux sociaux, des athlètes qui vont chuter avec des plaies ouvertes, des fois même plein de sang. Et ces images, elles font sensation un peu sur les réseaux sociaux. Elles sont très likées. Mais moi, qui assiste à beaucoup de courses de par mon métier, c'est vrai que j'ai déjà vu des coureurs amateurs en milieu de peloton, voire même en fin de peloton, dans des postes de ravitaillement où les secours sont obligés de négocier avec eux pour qu'ils acceptent de se faire soigner parce qu'ils ne veulent pas perdre ne serait-ce que 5 minutes, ce qui est quand même un peu bête sur un trail, et que je pense que ce rapport à la blessure, il est peut-être un peu ignoré. Et l'infection, après, c'est des antibiotiques, c'est quelque chose qui va... Voilà, moi, je me souviens, l'estomac, c'était vraiment quelque chose de très grave. Et pour 2-3 minutes qui n'aura finalement aucun impact, c'est pas valorisant. Il ne faut pas valoriser la blessure, c'est mieux de se faire soigner. Et ça, c'est un message fort qu'il faut faire passer. Je ne sais pas si toi, tu te soignes, mais une blessure, c'est pas un acte anodin. C'est au petit bonheur la chance. Ça peut très bien se passer, mais ça peut s'infecter. Et là, ça peut être très grave. Non, moi je suis entièrement d'accord avec toi. Maintenant, on peut comprendre aussi les athlètes professionnels qui vont jouer la gagne ou un podium ou un top 5 qui peuvent éventuellement accepter, parce que je le fais aussi, de ne pas se soigner suite à une chute et d'accepter les dommages collatéraux qui arriveront après la course, infection, esthétique, une cicatrice, une tache qui peut rester. Voilà, c'est leur métier. Et puis on peut comprendre qu'ils peuvent accepter de prendre ce risque-là. Maintenant, comme tu le dis, pour un milieu de peloton, ne pas s'arrêter 1 ou 2 minutes pour se faire traiter, c'est vraiment dommage. Surtout qu'aujourd'hui, sur les courses, chaque ravitaillement ont au moins un kit de premier secours. Même sur nous ici, on peut avoir une petite lingette désinfectante. Ça prend pas beaucoup de place, pas beaucoup de poids. Et il y a même des bases vie avec des médecins. Donc profitons-en et évitons de se retrouver pendant quelques mois embêtés à prendre des antibiotiques ou avoir des traitements drastiques pour réparer une infection ou une grosse cicatrice. À quel moment on doit s'inquiéter si on a une blessure? On doit consulter un médecin. Alors pour l'infection,
Je sais qu'on dit des fois que ça peut devenir chaud, ça peut devenir rouge. Voilà. Si on a une plaie, on est tombé en trail, à quel moment on s'inquiète ? Globalement, tu l'as dit, rougeur, inflammation, gonflement, et si bien sûr il y a par exemple de la fièvre, là il faut absolument consulter. La plaie qui vient aussi chauffer, voilà, si on et touche s'il y a c'est du chaud. pus, s'il y a du pus, ouais. si on voit du pus, il faut consulter. Alors, on parlait des cicatrices justement, et j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur tout ça. Mathieu, donc toi, tu as une cicatrice aussi sur le côté, tu as d'autres peut-être blessures de guerre, un petit vestige de... Non, mais disons que celle-là, c'est la principale. Après, c'est sûr que j'ai la carrosserie qui est rayée partout. Je cours en short, souvent en t-shirt, et j'ai parfois aussi, tout nu. voilà, Parfois tout nu aussi. Mais la jungle est quand même beaucoup plus douce, je trouve. Les feuilles de la jungle sont plus douces que certains massifs, comme par exemple la Corse, où je suis allé récemment avec des plantes assez sèches et agressives. J'ai aussi des plantes comme ça dans ma Provence natale, dans le Luberon et dans les Alpilles, où quand je vais courir en short, je reviens rayé complètement. Donc c'est sûr que ça reste, mais comment s'en prémunir ? Je n'ai pas envie d'aller courir tout habillé avec des collants et puis des t-shirts à manches longues. Je veux que ça soit agréable. Mais il y a tellement de rayures qu'au final, je ne sais pas comment traiter ça exactement. Après, ça peut quand même, une toute petite rayure peut avoir des conséquences graves. Je pense par exemple, je reviens encore une fois à la jungle. J'ai eu la chance de courir plusieurs fois en Martinique et en Guadeloupe, dans les Antilles, parce que j'ai grandi là-bas et j'ai un fort attachement à ces îles. Il faut savoir que dans les sentiers là-bas, dans la boue, alors il me semble que c'est une sorte de rat avec son urine qui laisse une maladie qui s'appelle la leptospirose, et on nous recommande vraiment dans ces courses-là à la moindre chute ou à la moindre déchirure de peau de tout de suite s'arrêter, se traiter, et c'est pas une blague, il y a vraiment des coureurs qui l'ont attrapé et qui ont failli en mourir. Donc à partir du moment où on a la peau ouverte, c'est l'entrée, c'est la porte d'entrée à toutes sortes de bactéries, de maladies qui pourraient être présentes autour. Il faut pas prendre ça à la légère. On n'a pas parlé, mais il y a aussi le problème des tiques qui peuvent toucher les trailers. Voilà, et on l'a vu avec Xavier Thévenard, avec des conséquences assez dramatiques. Les tiques peuvent transmettre une maladie qui s'appelle la maladie de Lyme. Donc ça, c'est hyper important de bien vérifier partout, dans les plis, s'il n'y a pas une tique qui est là, et surtout, pardon. Non, vas-y, bien vérifier qu'il n'y a pas une tique présente. Et si vous voyez quelques jours après la piqûre de la tique un érythème rouge qui vient se dilater, là il faut vraiment consulter parce que ça nécessite une antibiothérapie. Ouais. Et donc toutes les tiques ne sont pas porteuses de la maladie de non, Lyme. Pas toutes. C'est bien parce qu'on a fait beaucoup de prévention. Il faut continuer à en faire. Donc si on a une tique, on l'enlève avec un chasse-tique. On l'enlève pas, on laisse pas la tête dedans. On peut aller en pharmacie. Bien sûr. Si on n'a pas, on enlève la technique de l'endormir aussi, c'est plus du tout actuel. Il ne faut pas les endormir comme on le disait à l'époque. Parce qu'en fait, elles relâchent leur... d'oxygéné ou ce genre de choses. Ouais. Il faut vraiment l'enlever avec le tire-tique. Un tire-tique, on l'enlève, on va en pharmacie. On ne s'inquiète pas. Par contre, si on voit que on a de la fatigue, si on voit qu'on a certaines traces, là, il faut aller consulter. Pas d'inquiétude parce que si on le traite suffisamment assez tôt avec, je sais pas, une prise d'antibiotiques ou médicamenteuse en tout cas, on va réussir. Exactement. Et les huiles essentielles, les conseils de grand-mère. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne veulent pas prendre d'antibiotiques, malheureusement. Et on voit que dans le sport de haut niveau... Moi, je suis pour la santé naturelle. Vraiment, j'adore quand c'est possible de l'utiliser. Mais les antibiotiques, ça sauve des vies. Donc, Et malheureusement, je sais que les antibiotiques, on en prescrit trop. Mais dans certains cas, n'essayez pas avec des huiles essentielles parce que ça peut... Donc, c'est important de le redire. Passons maintenant, on a fait une petite aparté, mais si on veut justement éviter ces blessures de guerre, ces cicatrices. Je me suis blessé, j'ai désinfecté la plaie, elle commence à cicatriser. Qu'est-ce que je fais pour pas que ça laisse de traces ? On dit aussi que l'été, il faut être plus vigilant. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Tes recommandations pour ne pas avoir de cicatrices, surtout quand ça touche le visage, c'est quand même dommage. Alors, ce qu'on pense à tort souvent, c'est qu'il faut laisser apparaître une croûte. Et que quand on va avoir une croûte, c'est la cicatrisation. Alors en fait, c'est tout l'inverse. Il faut essayer de garder un milieu humide au maximum pour que justement, il n'y ait pas de croûte qui se forme. Parce que si vous avez une croûte, vous avez tendance après à la gratter. Et ça, en fait, ça favorise l'apparition de taches. Donc ce qui est très important quand vous avez des grosses croûtes, même au niveau des genoux, comme souvent ont les enfants, j'ai 3 filles, ça arrive souvent, je mets beaucoup de crème. Une fois que la plaie n'est plus à vif, je mets de la crème cicatrisante, un baume comme le Cicaplast.
J'en remets très très régulièrement. Si par exemple on est dans un milieu où il y a de la mer, enfin la mer, le sable, montagne, le sable, je ouais. protège avec un pansement hermétique. Mhm. Le soir, je remets de la crème et je fais ça tout le temps jusqu'à ce que la peau soit réparée. Et ce qui est très important aussi, c'est protéger du soleil parce que c'est les rayons UV sur la cicatrice, ça colore la cicatrice et alors là après On est marqué, ouais. après c'est fini. Il y a des lasers éventuellement chez le dermatologue, mais c'est très compliqué. Donc le but, c'est faire en sorte de garder un milieu humide et protéger du soleil pour éviter d'avoir une marque qui est résiduelle et qui dure avec le temps. Ah, c'est contre-intuitif parce que c'est vrai qu'on a l'impression que la croûte, ça vient réparer et les enfants, on dit justement touche pas à la croûte, alors que c'est pas ce qu'il faut faire, quoi. En fait, il faut essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de croûte. Hyper intéressant. C'est un échange passionnant. Moi, j'ai appris quand même pas mal de choses, donc je suis très content. J'espère que nos auditeurs et auditrices aussi. Léa, on s'est dit beaucoup de choses. Quels seraient, selon toi, les éléments clés à garder en tête si on veut éviter les frottements, les ampoules et tous ces petits bobos de course? Alors, pour prévenir les frottements, on applique une crème pansement qui laisse respirer la peau. Donc, sur les zones qui ont l'habitude de frotter, les mamelons, sous les bras, entre les jambes, en prévention avant l'effort. Donc, ça, c'est très intéressant. Après l'effort, s'il y a des rougeurs, on met un baume apaisant. S'il y a une ampoule, je vous laisserai écouter le podcast pour voir comment est-ce qu'on traite l'ampoule. On peut éventuellement aussi mettre des pansements qui font un effet seconde peau au niveau des ampoules. Et si on chute et qu'on a une blessure, c'est très important de bien désinfecter sur le moment, de ne pas passer cette étape et après prendre soin de sa cicatrice en appliquant des crèmes cicatrisantes comme le baume Cicaplast et en protégeant du soleil avec une crème comme la Antelios UV Mune qui protège à la fois des UVA et des UVB. Pas de panique. Si vous nous écoutez en courant, on vous a préparé une fiche PDF avec tous les éléments clés, tous les protocoles aussi pour éviter les irritations, soigner une ampoule, que faire en cas de tic, les produits à utiliser aussi. On a tout synthétisé sur une fiche PDF. Il vous suffit de vous inscrire à la newsletter de Dans la tête d'un coureur. Vous tapez Dans la tête d'un coureur newsletter sur Google et vous vous inscrivez et vous la recevez dans votre boîte mail. On fait le travail pour vous. Merci beaucoup Léa, merci beaucoup Mathieu. Merci aussi à La Roche-Posay d'avoir rendu cet échange très instructif et pédagogique possible. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'ai hâte d'en savoir plus. À la semaine prochaine. Merci. Cette émission vous a été proposée par La Roche-Posay, première marque mondiale prescrite par les dermatologues.